Ok, bon, et ben voilà, on va pouvoir continuer, c'est bon, c'est enregistré. Alors, première partie, donc la loi Labbé, comme je vous le disais. Donc un petit rappel déjà sur la loi Labbé, évidemment, je pense que vous en avez tous entendu parler, mais c'est bien quand même de recontextualiser un peu tout ça. Donc la loi Labbé, elle est pas nouvelle, hein, vous le savez très bien, ça a commencé dès 2017 avec une interdiction déjà d'utilisation des produits de phytopharmaceutiques de synthèse par les personnes publiques, donc que ce soit l'État, collectivités territoriales, établissements publics, mais aussi sur les parcs et promenades accessibles ou ouverts au public. Il y a eu donc un deuxième arrêté en 2019 qui a étendu l'interdiction aux particuliers, que ce soit pour la vente et pour l'usage. Et enfin, on est arrivé en juillet 2000, enfin, on arrivera en juillet 2026 où il y aura potentiellement une expiration de la dérogation qui avait été mise en place déjà car il avait été considéré à l'époque qu'il était compliqué d'interdire les produits conventionnels sur le marché du gazon sportif notamment, pour manque de solutions. Euh, Aujourd'hui, il y a de forts doutes sur sur un potentiel renouvellement de cette dérogation. Donc on est encore un peu dans le flou. Alors évidemment, c'est une loi qui va avoir des conséquences pour le secteur, pour les intendants, les greenkeepers, les professionnels du gazon d'une manière générale. On pourrait se retrouver avec des choix limités sur le marché pour lutter contre les maladies. Alors là, il y a écrit fongique du gazon, mais c'est même pas que fongique, c'est les maladies du gazon de manière générale, donc qu'elles soient bactériennes, fongiques. Il resterait peu de solutions. Alors, il en resterait encore évidemment, c'est ce qu'on va vous montrer. Il resterait des produits de biocontrôle, des substances de base, on verra un peu ce que c'est, et des barrières physiques. Et donc, pour pouvoir s'adapter à ce changement, qui est quand même important, il a fallu anticiper, proposer des solutions qui seraient fiables techniquement pour les professionnels du gazon, techniquement, mais aussi évidemment économiquement. Et c'est ce que propose le programme. Alors le programme, il est parti de quoi? Il est parti d'un essai qui s'appelle l'essai Prosubase, qui était un essai qui avait pour but de faire une recherche d'alternatives de lutte contre les maladies du gazon, et qui a été fait donc avec l'AGREF et l'ITAB. Donc on a testé lors de cet essai plusieurs produits que vous allez voir ensuite dans ce programme. De 2023 où on a pu tester leur effet sur le dollar spot et jusqu'en 2024 où ça a pu être testé sur la Fusarios Squad. Mais vous verrez bien en fait que les solutions qui sont proposées dans ce programme ne sont pas forcément spécifiques au dollar et à la Fusarios Froide, c'est ce qui fait aussi la force du programme proposé. Dans ce programme, il y a trois substances de base qui ont été testées, dont deux qui sont présentes dans le programme, qui est le talc, qui s'appelle chez nous Envelope Weight Protect, et deux autres formulations de chitosan ou chitosane en français. Une formulation qui est issue de crustacés, donc qui est issue de crevettes de crabe, et une autre qui est issue de champignons. Alors pareil, on va voir juste après de quoi je suis en train de parler. Alors qu'est-ce qu'on a retenu de cet essai? Ben, on s'est premièrement rendu compte que les stratégies mixtes, donc c'est-à-dire les stratégies qui associent substance de base et fongicides à fréquence réduite, sont prometteuses. On s'est aussi rendu compte que le talc. Est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Attends, Pierrick, je m'en occupe. Je leur coupe le micro, il n'y a pas de problème. Merci. Le chitosane aussi, donc le talc, pardon, à lui seul montre un effet anti-rosé qui est très intéressant. Avec alors attendez, Ouais, parfait, merci. Avec une qualité de gazon qui est équivalente aux stratégies mixtes, donc on va voir que le talc est une solution qui est très intéressante. Et enfin, le chitosane qui est issu de champignons présente également un intérêt dans la gestion des maladies fongiques. Euh, donc, il a fallu déjà qu'on conclue et puis qu'on puisse se projeter par rapport à ces résultats. On s'est rendu compte qu'associer déjà les substances, ça avait un intérêt, pas forcément utiliser qu'une seule solution, mais en associer plusieurs. Et on s'est aussi dit, les résultats sont intéressants, par contre, ce serait bien de pouvoir y ajouter d'autres solutions qu'on a déjà dans notre catalogue pour pouvoir un peu solidifier tout cela. Et c'est à partir du coup de cet essai Prosibos, vous l'avez bien compris, qu'on a décidé de construire ce fameux programme qui s'appelle Turf Bioprotect et que je vais maintenant vous présenter. Donc, comme je vous le mentionnais au départ, l'objectif de ce programme, c'est de proposer un programme qui est efficace pour lutter contre les maladies du gazon.
en se basant sur les résultats qu'on a et des essais qu'on a pu mettre en place avec la greffe. Et vous allez voir la force de ce programme, c'est un programme qui va associer différents produits qui sont évidemment acceptables dans un contexte de la loi Labbé. Donc différentes biosolutions, que ce soit des substances de base, des produits de biocontrôle et des biostimulants, que l'on va combiner ensemble et utiliser leur synergie pour avoir les résultats les plus intéressants possibles. Alors là, c'est juste pour vous donner un peu une image de comment fonctionne ce programme. Vous avez à votre gauche en fait ce qui a pu être, ce qui est fait encore aujourd'hui, hein, mais qui est une stratégie qu'on appelle une stratégie verticale, qui utilisait du coup des fongicides conventionnels, où en fait on appliquait une à deux substances actives. On faisait une rotation évidemment entre les substances pour limiter le risque de résistance, mais voilà, on utilisait peu de substances actives. Et cette substance active tapait assez fort, hein. En général, on tapait aux alentours des 95% d'efficacité. Là, l'idée de la stratégie, elle va être un peu différente, comme vous le voyez sur le schéma, hein. Sur la droite, le programme Turf Bioprotect, il utilise une stratégie qu'on appelle horizontale. On va associer en fait différents produits, comme je vous l'ai expliqué, et c'est en associant ces différents produits que derrière on atteint l'efficacité souhaitée. Donc c'est un peu différent d'une stratégie verticale. On est plus sur des solutions qui vont être préventives que curatives. Ça, pareil, on le verra un peu après lors de la présentation du programme et des produits. Bon, maintenant que tout le contexte a été posé, j'espère déjà que c'était clair pour vous, hein. On va pouvoir aborder le programme tout simplement. Vous allez voir, le programme se sépare en trois blocs. Vous avez un premier bloc qui est le bloc des produits biocontrôle. Alors, quand on dit produits biocontrôle, vous allez voir aussi, hein, que ce soit le Kitoshield ou l'envelope, d'un point de vue réglementaire, réglementairement parlant, ce ne sont pas des produits de biocontrôle. Vous allez voir, c'est une barrière physique et une substance de base. Par contre, le moyen de lutte c'est une lutte qu'on appelle une lutte biocontrôle. C'est la définition du biocontrôle, c'est utiliser des substances naturelles pour lutter contre les ravageurs ou les maladies. Donc ça rentre dans cette définition, mais d'un point de vue réglementaire, ce ne sont pas des produits biocontrôle. Il n'y a que le trilone là, dans ce bloc, qui est d'un point de vue réglementaire un produit de biocontrôle. Donc vous avez le bloc biocontrôle, vous avez un bloc biostimulation, avec un produit que vous connaissez déjà, hein, sûrement qui est le Vitanica ici. Et enfin, vous avez un bloc fertilisation. Aujourd'hui, je vous propose qu'on se concentre surtout sur nos nouveautés, donc le Kitoshield, l'Envelope White Protect, le Trilone et le Base Foliar Helix. Après, évidemment, si vous avez des questions sur l'utilisation des autres produits qui font partie du programme, hein, que ce soit le Vitanica ici ou le Base Foliar Ferrotop, n'hésitez pas. Vous voyez aussi, hein, c'est un programme qui va s'étendre sur toute l'année, donc on va d'avril à mars, et qui va permettre de couvrir donc les principales maladies du gazon. Alors ici, c'est accès golf, hein, dollar spot fusariose froide. Vous inquiétez pas, il y a aussi des programmes qui ont été mis en place pour les terrains de sport, que ce soit pour la périculariose, l'épithium. On pourra aussi s'y attarder si vous avez des questions. L'essentiel, en fait, ce qu'il y a de plus important à comprendre, c'est comment vont fonctionner ces programmes. Et en fait, que ce soit golf ou terrain de sport, le fonctionnement est le même, sauf que les maladies qu'on va cibler sont pas forcément les mêmes, donc les périodes d'application peuvent différer un peu. Maintenant que vous avez une vue d'ensemble sur le programme, je vous propose qu'on s'attarde sur les produits et sur les nouveautés, si ça vous va. Donc vous avez la première ligne du programme, hein, vous lisez Kitoshield, et vous allez voir on l'utilise pour un effet protection, un effet vaccination aussi notamment. On va voir un peu ce que c'est cet effet vaccination. Autre chose avant que je vous présente le produit, vous voyez qu'il est appliqué 8 fois dans la saison, donc vous avez le droit jusqu'à 8 applications avec. Et on l'utilise quasiment chaque mois jusqu'en octobre. Vous verrez pourquoi. Allez, on peut commencer avec le Kitoshield. Alors avant de vous présenter le Kitoshield, c'est bien de vous présenter un peu ce qu'est le Kitozan, ce dont je vous ai un peu parlé tout à l'heure avec l'essai Produbase, parce que le Kitozan, en fait, ça va être ce qui va composer notre Kitoshield. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le Kitozan, c'est un polysaccharide donc qui est dérivé de la chitine. La chitine, c'est le second biopolymère le plus abondant après la cellulose. Et en fait, la chitine, c'est ce qui va composer majoritairement les carapaces de crustacés, les parois des champignons et aussi l'exosquelette des insectes. Vous avez ici l'image de la chitine et ici l'image du chitosane. Alors à partir de la chitine, on obtient le chitosane en faisant une transformation chimique qu'on appelle une désacétylation. En fait, vous voyez, on a un groupement chimique ici qu'on va enlever en rajoutant un groupement amine qu'on appelle, et on va avoir en fait tout simplement le chitosane à partir de cette transformation. Alors pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que la chitine, elle est très 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 compliquée à rendre soluble dans l'eau. Donc pour faciliter la solubilisation, on est obligé de transformer la chitine en chitosane pour qu'on puisse après avoir une solution qui est homogène. Alors le chitosane, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est utilisé dans beaucoup de domaines.
C'est pour ça que c'est une substance de base. Pour vous faire un petit rappel, hein, une substance de base, c'est tout simplement une substance qui est utilisée dans d'autres domaines. Donc là, vous le voyez bien, on l'utilise dans l'industrie pharmaceutique, l'agroalimentaire, le cosmétique, traitement de l'eau, le packaging alimentaire, mais qu'on utilise aussi dans l'agriculture, parce qu'on se rend compte en fait qu'il est intéressant de l'utiliser dans l'agriculture. Mais de base, ce n'est pas un produit qui est développé pour être utilisé dans la protection des plantes. C'est un produit qui est utilisé aussi autre part. Donc c'est un produit qui est naturel, hein, comme vous l'avez vu, on l'extrait de chitine, donc qui est un biopolymère naturel, biodégradable, respectueux de l'environnement, il est non toxique et il est renouvelable. Comme vous l'expliquez, hein, le fait de venir de la chitine et donc notamment des champignons, des insectes, etc. Donc c'est une molécule qu'on va trouver assez facilement. Ce qui est important aussi de savoir, et ça vous allez voir, ça fera la différence un peu plus tard, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul type de chitosane. En fonction de son origine et de sa structure, dans l'espace notamment, le chitosane va être différent et aura donc un effet différent. Ça va aussi influencer la solubilité, la stabilité et l'activité biologique de ce chitosane. Vous allez voir pourquoi on a une image de champignon, hein, mais quand je parle de l'origine, c'est notamment de ça. Est-ce que le chitosane vient d'un champignon ou est-ce que le chitosane vient de crustacés comme les crabes, comme les crevettes? Donc toujours le chitosane dans le domaine maintenant de la protection des plantes. Il a trois rôles en gros. Il induit trois mécanismes, le chitosane, dans la protection des plantes. Il a un premier rôle d'induction des réactions de défense des plantes, ce qu'on appelle un SDN ou un stimulateur des défenses naturelles des plantes. C'est un peu cet effet vaccin dont je vous parlais tout à l'heure. Il a aussi des propriétés filmogènes, donc il va former un film en fait à la surface de votre végétal. Et ce film va notamment empêcher l'installation des spores des champignons. Et enfin, il a une activité antimicrobienne directe. Et ici, vous avez une idée de la répartition des trois mécanismes du chitosane. Cette répartition variera aussi en fonction de la structure du chitosane et donc notamment de son origine. Alors, le premier mécanisme, hein, qui est le mécanisme de stimulateur de défense des plantes, euh, je vais encore vous donner cette image de vaccin. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les plantes, au niveau de leurs cellules, et notamment au niveau de la partie aérienne, surtout des plantes, hein, au niveau des feuilles, elles ont des récepteurs qui sont capables de reconnaître des motifs particuliers qu'on appelle les MAMP, M-A-M-P, qui sont des motifs qui constituent en fait les pathogènes, que ce soit les champignons, que ce soit les bactéries, parfois même les virus. C'est un peu comme nous et notre système immunitaire, hein, nos anticorps qui sont capables de reconnaître les maladies. Là, c'est un peu le même principe. Et en fait, ces récepteurs, lorsqu'ils vont reconnaître un motif de maladie, donc un ment, ils vont entraîner derrière toute une suite d'enchaînements de molécules, de réactions chimiques qui derrière mettront en place le système de défense de la plante, qui va s'exprimer de différentes manières. En fait, la force du chitosane, du coup, c'est qu'il va être reconnu justement comme une attaque. On va pulvériser notre chitosane sur la plante, sur le gazon. Le gazon va se dire mince, je me fais attaquer, et donc va lancer tout son système de défense pour pouvoir être prêt pour se défendre contre les maladies. Donc vous comprenez bien que le chitosane, c'est ce qu'on va expliquer après, va surtout s'utiliser en préventif. En fait, on va l'appliquer avant que la maladie arrive, parce que comme ça, quand la maladie va arriver, il y aura déjà tout le système de défense qui sera mis en place. Alors que si on l'applique mais que la maladie est déjà là, évidemment, ça aura moins d'effet parce que la maladie sera là, donc le gazon aura déjà mis en place ses défenses. Donc ça, c'est le premier mécanisme du chitosane, c'est un stimulateur de défense des plantes. Le deuxième mécanisme, qui est assez simple à expliquer, c'est la propriété filmogène, hein, comme vous le voyez sur la photo. Il est capable de former un film sur le végétal et comme je vous l'ai expliqué, ça limite notamment l'installation des spores de champignons. Aussi la pénétration parfois des ifs des champignons, c'est-à-dire ce qu'ils vont utiliser pour pénétrer la feuille et notamment la parasiter. Et enfin, c'est l'activité antimicrobienne, c'est ce dont je vous parlais aussi. Vous avez deux images qui sont issues de deux études différentes. Plus on va vers le F, plus la concentration en chitosane est forte dans le milieu de culture. Là, c'est la même chose hein, pour cette deuxième photo. Et on se rend compte en fait que plus on augmente la concentration en chitosane, le F, c'est 5% de chitosane, alors voilà de chitosane. Et donc, on se rend compte que le diamètre d'expansion des champignons, ici d'un botrytis, réduit plus on augmente la concentration. Et il en va de même pour la deuxième image. Donc, il y a aussi cette activité antimicrobienne qui est intéressante. Donc voilà, juste si on doit résumer, les mécanismes du chitosane, ça va être l'effet vaccin, hein, l'effet SDN.
Ça va être l'activité antimicrobienne et ça va être la propriété filmogène qui limite l'installation des maladies. Euh, Maintenant que je vous ai présenté le chitosane, comment il fonctionne, quels sont ses mécanismes, je vous propose de présenter plus en détail le produit, le nouveau produit qui s'appelle le KetoShield. Donc évidemment, vous l'avez compris, le KetoShield, il est aussi composé de chitosane en tant que substance de base. Et les substances de base, ce qui est important aussi, c'est que ça ne nécessite pas de certificat. L'origine du produit, donc c'est un produit qui est issu d'une production européenne, donc c'est un atout, hein, notamment au niveau de la réactivité, mais aussi de la traçabilité du produit. C'est un chitosane qui est d'origine fongique, d'Aspergillus niger, donc ce doux nom, c'est un champignon, c'est une moisissure qu'on peut retrouver notamment parfois sur les fromages, donc un champignon assez connu et assez facilement trouvable. Et c'est le seul approuvé comme substance de base sans chlore avec usage autorisé sur gazon. Alors, l'importance, elle est aussi au niveau du sans chlore et de l'origine. Euh, je vais vous faire un point rapidement sur l'origine et sur pourquoi c'est aussi important. On le verra aussi un peu après, hein, mais ça permet de faire une petite introduction. Comme je vous l'expliquais avant, du fait qu'il y ait plusieurs types de chitosane, un chitosane d'origine fongique aura une structure qui sera différente d'un chitosane d'origine crustacée. Et donc, les récepteurs qu'il y a au niveau des cellules des plantes sont très spécifiques aux maladies. Elles reconnaissent de manière très spécifique en fait les maladies et les motifs. Et en fait, il faut s'imaginer que du fait qu'il y a un chitosane qui va venir d'un champignon, on va avoir une structure qui va être différente d'un chitosane qui va venir d'un crustacé. La reconnaissance du chitosane se fera de manière beaucoup plus efficace sur un chitosane d'origine fongique que sur un chitosane d'origine crustacée. Et ça s'explique très facilement, hein. Les plantes sont là depuis des millions d'années, hein, sur notre chère planète. Et elles ont fait face aux maladies fongiques depuis des années, des années, des années, des millions d'années. Et donc, l'évolution, la coévolution entre les maladies et les plantes ont fait que elles ont développé des récepteurs qui sont capables de reconnaître très facilement les motifs qui viennent des champignons, mais de manière beaucoup moins efficace les motifs qui viennent des crustacés, même si c'est la même molécule au départ. Et ça s'explique facilement. Vous avez jamais vu votre gazon se faire attaquer par une crevette ou par un crabe? Enfin, j'espère pour vous, peut-être ceux qui sont au bord de mer, mais je pense pas. Alors que bon, une plante qui se fait attaquer par un champignon, on le voit assez souvent quand même, hein, on le voit chaque année. Et donc cette différence s'explique notamment via ça. C'est aussi un produit qui est UAB, sans classement et sans chlore. Et le sans chlore, c'est aussi important, on le verra pourquoi. Euh, Toujours pour faire un petit teasing aussi, c'est parce que le chlore, en fait, il va principalement être utilisé dans les chitosanes d'origine crustacée. Et donc ça impacte aussi directement notre efficacité lorsque c'est un chitosane d'origine crustacée, comme je vous l'expliquais juste avant. Alors, vous avez l'image du bidon, hein, du Keto Shield. Pour ceux qui en ont déjà commandé, vous avez déjà vu à quoi ça ressemblait, mais voilà à quoi ça ressemble. Donc, c'est un liquide qu'on va utiliser à 3 litres hectare et qui est compris dans des bidons de 5 litres. Alors, le chitosane, il est déjà utilisé dans le monde agricole, hein, notamment contre le botrytis et le mildiou. Et il présente, comme je vous le disais, un intérêt pour lutter contre les maladies fongiques. Je ne vais pas m'attarder de nouveau là-dessus, hein, mais pour son effet vaccin, pour son action filmogène. Et le troisième effet qui est intéressant, et c'est là où on va commencer à parler de synergie dans ce programme, vous allez voir que dans ce programme, on utilise aussi un autre produit qui s'appelle le trilone, que vous connaissez certainement maintenant. Et le trilone, je vous l'expliquerai aussi derrière, hein, mais il est composé de spores de champignons qui sont des trichoderma atroviridés. Et ces champignons, ils sont capables de manger, si je peux dire ça comme ça, la paroi des autres champignons. Et comment ils font? Ben, ils dégradent la chitine qui compose la paroi des champignons. Donc, ils ont une activité chitinolytique. Et ce qui va être intéressant, c'est en appliquant le KetoShield, on va apporter du chitosane. Et le chitosane servira aussi d'alimentation pour le trilone lorsqu'on voudra l'installer sur le terrain. Autre chose que j'ai oublié de vous préciser, KetoShield n'a pas de délai de rentrée. Voilà. Alors maintenant, ce qui va être intéressant de faire, c'est de faire une comparaison entre le KetoShield et ce qui peut déjà être présent sur le marché. Notamment premièrement au niveau des revendications. Donc en termes de source, le KetoShield, comme je vous le disais, c'est un chitosane d'origine fongique, d'Aspergillus niger. Le principal concurrent qui est présent sur le marché revendique aussi un chitosane d'origine fongique. En termes d'origine, on est sur une origine européenne pour le KetoShield, et pour le concurrent, on est sur une origine inconnue, non mentionnée.
Alors, il y a un risque aussi quand c'est comme ça que ça vienne de Chine, parce que les chitosanes, surtout d'origine crustacée, viennent de Chine. Donc, lorsqu'on ne sait pas trop, on peut se poser la question. En termes de concentration, on est à 10% de chitosanes dans le KitoShield contre 2% pour le concurrent, en sachant que la concentration de 10%, c'est ce qui a été testé et validé lors des essais qu'on a pu faire avec la greffe. C'est-à-dire qu'une concentration à 2%, on ne sait pas du tout si ça a la même efficacité qu'une concentration à 10%. Ensuite, on a fait des analyses pour vérifier si déjà ce que pouvait dire notre partenaire était vrai. En concentration analysée de chitosane, on est à 9,5%, donc on est équivalent à ce qui est déclaré. Alors que pour le concurrent 1, après analyse, on est à 0,91%. Donc on est 2 fois moins que ce qui est revendiqué. Et en termes de ratio chlore-chitosane, revenez peut-être 5 minutes en arrière ce que je vous disais. En fait, pour rendre soluble notamment le chitosane dans l'eau, on utilise aussi des acides. Euh, on utilise soit de l'acide chlorhydrique, c'est pour ça que vous avez du chlore parfois dans certaines formulations, soit de l'acide acétique. Et c'est pour ça que notamment c'est ce qu'on utilise pour le KetoShield, et c'est pour ça que si vous ouvrez un bidon de KetoShield, vous aurez certainement une odeur de vinaigre un peu. C'est lié justement à cet acide acétique. Et lorsqu'on utilise de l'acide chlorhydrique pour aider à la solubilisation du chitosan dans l'eau, on va se retrouver avec des traces de chlore dans le produit. Et là, donc, c'est ce qu'on a voulu mesurer. Donc, pour le KetoShield, le ratio entre le chlore et le chitosane est inférieur à 0,7, ce qui est inférieur en gros à la détection possible du chlore. Donc, il y en a pas. Par contre, pour le concurrent 1, on s'est rendu compte qu'il y avait 17,5 en termes de ratio. Donc, si on doit conclure, il y a 17,5 fois plus de chlore que de chitosane dans le produit du concurrent 1. Ce qui n'est pas forcément bon. On sait bien qu'apporter du chlore au végétal n'est pas forcément une bonne idée. Donc, on a en conclusion une confirmation d'un chitosane pur approuvé sur gazon d'origine fongique. D'un autre côté, on a un hydrochloride de chitosane qui normalement ne sont pas approuvés sur gazon. Alors là, maintenant, c'est une comparaison un peu économique aussi, parce que la technique, c'est intéressant, mais c'est aussi bien d'avoir une idée économique. Donc, 10%, 2% en termes de concentration. Ensuite, en termes de litres par hectare, on applique le KetoShield à 3 litres hectare, le concurrent à 5. Voici ce qu'on apporte avec une application à 3 litres hectare et à 5 litres hectare en termes de grammes de chitosane. On est à 300 grammes pour le KetoShield et on est à 100 grammes pour le concurrent. Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que dans le dossier d'homologation du chitosane au niveau de l'Europe, au niveau européen, ils considèrent qu'on doit utiliser un chitosane entre 100 et 400 grammes par hectare pour qu'on puisse avoir une efficacité. Alors avec le KetoShield, on est dans la fourchette. Avec le concurrent, on est au tout début de la fourchette, on est vraiment très limite. Et en termes de prix, à grammage de chitosane égaux, donc c'est-à-dire si on voudrait apporter 300 grammes, encore une fois, pourquoi 300 grammes? C'est parce que c'est ce qui a été testé et validé. Donc c'est ce qu'on considère comme le plus efficace aujourd'hui. Si on devait apporter 300 grammes de chitosane avec le KetoShield, c'est ce qu'on préconise. Donc on est aux alentours de 145 euros hectare. Pour le concurrent 1, après les calculs, on devrait apporter 15 litres et non 5, et on se retrouverait à 250 euros hectare. Donc, ce qu'il faut, voilà, la dose homologuée du chitosane sur gazon, comme je vous le disais, par la Commission européenne est comprise entre 100 et 400 grammes. Donc, si on veut être dans les clous et apporter ces 300 grammes, on peut avoir un concurrent qui n'est pas compris, qui est un peu plus cher que ce qui peut être proposé à 5 litres hectare. Voilà, c'était tout pour le KetoShield. J'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, je vous propose peut-être de les poser à la fin, sauf si ça vous brûle vraiment les lèvres. Sinon, je vais pouvoir passer au deuxième produit du bloc biocontrôle, qui est l'Envelope White Protect, et qui, lui, va être utilisé pour la maîtrise des influences climatiques négatives. Alors, Envelope White Protect, c'est du... Pierrick, Oui. tu as des questions sur le partage. Ah, ouais, désolé, j'ai pas vu. Alors, attendez. C'est dans la conversation, c'est ça? Oui, exactement. Alors, que veut dire approuvé sur gazon? C'est tout simplement qu'il peut être utilisé sur gazon parce que le chitosane, les chitosanes hydrochlorides, enfin les hydrochlorides de chitosan, pardon, ne peuvent pas être utilisés sur gazon, ils n'ont pas l'autorisation. Pour la date de commercialisation pour le KetoShield, c'est déjà disponible chez vos distributeurs, vous pourrez les contacter directement. Le film ne réduit pas la photosynthèse, non? Non, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà.
C'est tout, je crois, au niveau des questions. Ouais. Ok, on peut continuer. Je vais juste enlever ça. Tac. Donc l'enveloppe. L'enveloppe, comme je vous le disais, c'est du talc. C'est ce qui a été aussi testé lors de l'essai Prosubase. Donc c'est la roche naturelle la plus tendre sur Terre, le talc. Vous en avez sûrement déjà touché, hein, mais c'est la roche la plus tendre avec une pureté qui est exceptionnelle. En fait, le talc qu'on utilise nous, c'est le talc qui vient de la carrière de Luznac que vous voyez juste ici, qui est un talc de très haute qualité reconnu mondialement pour sa pureté. Ça n'a rien à voir par rapport aux talcs qu'on peut trouver qui sont issus des États-Unis, qui sont beaucoup moins purs. On l'utilise ici dans le programme comme barrière physique. Donc c'est une poudre mouillable qu'on va pulvériser sur le végétal. On va voir un peu hein, les bénéfices que ça a derrière en tant que barrière physique. Euh, le talc a une résistance au lessivage de 40 mm et ce qui est intéressant aussi du fait que ce soit une roche, la roche la plus tendre naturelle sur Terre, c'est que ça va être non abrasif au niveau de l'application et au niveau des machines. Contrairement à d'autres argiles comme la kaolinite, qui elle peut être beaucoup plus abrasive, ben voilà, on l'a écrit, 4 fois moins et 4 fois plus abrasif qu'un talc, par exemple. Alors le talc, on l'utilise pour différentes raisons. La première raison, c'est qu'il va créer des conditions défavorables au développement des maladies fongiques. En fait, on va utiliser le talc parce que le talc est hydrophobe. C'est pour ça qu'on utilise le talc, notamment sur la fesse des bébés, hein, pour éviter que l'urine vienne se mettre au niveau des fesses. On l'utilise aussi dans l'agroalimentaire, notamment dans les chewing-gums. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les barrettes de chewing-gum Hollywood avec une poudre blanche dessus. C'est pour l'effet hydrophobe aussi, pour éviter que l'humidité s'installe et que notamment les chewing-gums se collent entre eux. Et ben ici, on l'utilise pour exactement la même chose sur le gazon. Vous avez une première photo où sur la gauche, vous avez donc des gouttelettes d'eau, qui est en fait la feuille témoin sans talc. Et à droite, vous avez la feuille avec l'enveloppe White Protect. Ici, il y a eu un temps d'humectation de 10 à 30 minutes pour le talc et de 20 à 1 h 40 à peu près pour le témoin sans talc. Et on a vu une différence significative, hein. On le voit rien qu'au niveau de l'image, hein, entre la formation de gouttelettes sur la feuille témoin et sur la feuille avec le talc. Ça, c'est une photo qui est issue de l'essai Prosubase notamment. Vous avez des micro-parcelles que vous voyez bien, un peu plus foncées que le reste du gazon. Ben, c'est tout simplement parce qu'elles n'ont pas la rosée. La rosée rend le gazon un peu plus clair à cause de l'eau. Bah, ici, ce n'est pas le cas parce qu'on n'a pas de rosée tout simplement sur le gazon. C'est l'effet vraiment hydrophobe qu'apporte le talc sur le gazon, une fois qu'il est pulvérisé. Ce qui est important par contre, hein, si on veut rechercher cet effet hydrophobe, c'est de pulvériser le talc au moment où le gazon est sec. Parce que si le gazon est encore mouillé et qu'on le pulvérise, le talc ne peut pas sécher, il ne peut pas avoir son côté hydrophobe. Ici, c'est juste une vidéo d'un stade avec lequel on travaille, un stade de Ligue 1, et de ces déchets de tonte qui montrent l'effet asséchant du talc. Voilà. Comme vous le voyez, hein, le gazon ne colle quasiment pas à la main du fait qu'il y a peu d'humidité. Ils étaient assez impressionnés par l'effet, hein, c'est pour ça qu'ils nous avaient envoyé cette vidéo. Et voilà. Ce qui est important, c'est, comme je vous le disais, de le positionner au bon moment. Donc ça, c'est le premier effet qui est recherché et qui est recherché dans notre programme. Et en fait, le talc, il a des effets un peu bonus, des effets un peu qui se coulent, comme on dit. Le deuxième effet, c'est une réduction de la photo et de la thermosensibilité des substances actives, des produits, et donc un allongement de la durée d'action des molécules issues des produits. Ça, c'est des essais qu'on avait pu mettre en place en Espagne sur différentes substances actives qui sont notées de 1 à 6, et on a mesuré, en les mélangeant avec du talc, combien de substances actives on pouvait en retrouver à la fin d'une exposition au soleil notamment, après application, en comparaison avec des substances actives neutres, c'est-à-dire sans mélange avec le talc. Et on se rend compte qu'en fonction des substances actives, on peut avoir de 2 à 8 fois plus de substances actives au bout d'une semaine, au bout de 7 jours, avec talc que sans talc. Et en moyenne, 4 fois plus de substances actives. L'intérêt, en fait, c'est de mélanger vos produits avec le talc si jamais ils ont une sensibilité au rayonnement UV pour pouvoir les protéger notamment et du coup rallonger la durée de vie des molécules sur le gazon. Ça, c'était le deuxième effet. Et enfin, le troisième effet, c'est une protection contre les coups de soleil et la réduction des températures au niveau du végétal. Pareil, ça, c'est des essais qu'on a pu mettre en place avec le talc.
On l'a beaucoup utilisé, on l'utilise beaucoup dans le domaine agricole et notamment sur vigne. Donc cet essai est issu d'un essai qu'on avait fait sur vigne. Et on s'est rendu compte que pour des feuilles au soleil et des grappes au soleil, lorsqu'on pulvérise le talc sur les feuilles et sur les grappes, on arrive à réduire de 2 à 3 degrés la température à la surface du végétal. Les notations avaient été faites entre midi et 16 heures dans le sud de la France, donc avec un ensoleillement conséquent. Et c'est la même chose que disent les images sur la droite. Vous avez donc un pommier sur lequel, pareil, on a pulvérisé le talc. Et plus on va vers les couleurs bleues, plus on va vers du froid. Et on se rend bien compte qu'entre un pommier qui est traité avec de l'enveloppe et un pommier qui est traité avec une enveloppe, on a une différence de température. Ça se voit rien qu'au niveau de l'image. Et ça, c'est pareil, c'est des deltas de température qu'on a pu mesurer entre un végétal avec de l'enveloppe et un végétal sans. Et on se rend compte qu'on arrive parfois à diminuer de 5 degrés la température, notamment lorsque les températures sont maximales. Voilà, ça c'était le talc et ces trois effets intéressants qu'on utilise pour le gazon. Réduction du temps d'humectation, donc c'est-à-dire du temps d'humidité sur votre gazon, donc des chances de développement de maladie. Protection des substances actives, des produits qui sont photosensibles. Et enfin, réduction des températures à la surface de votre végétal. Vous le voyez ici, l'enveloppe, il est appliqué d'avril jusqu'à octobre, il est aussi appliqué en février. Évidemment, les périodes d'application, ça dépendra aussi des régions. Là, on a fait quelque chose d'assez général. On va s'attaquer au dernier produit qui fait partie du bloc biocontrôle, qui s'appelle le Trilone. Pareil, si vous avez des questions, je ne vois pas le chat, donc n'hésitez pas à me le dire. Donc le Trilone, qui est cette fois d'un point de vue réglementaire un produit de biocontrôle et qui est le seul donc à nécessiter un certificat ici, qui va être utilisé pour contrôler la flore fongique pathogène dans le sol. Alors, le Trilone, donc le Trilone, on l'a utilisé déjà en 2024, mais il était sous dérogation, il n'était pas encore homologué pour gazon, et c'est le cas depuis, hein, vous avez le numéro d'AMM qui est juste ici. Le Trilone, il contient des spores, comme je vous le mentionnais tout à l'heure, de Trichoderma atroviridés, qui sont des champignons. La souche, elle est unique, c'est la souche 1237, et qui a été développée par notre partenaire Agroxine. Trichoderma atroviridés, qu'est-ce que c'est? C'est un champignon antagoniste. Donc, il va avoir un spectre d'action contre certains champignons pathogènes du gazon, phytopathogènes, avec plusieurs modes d'action qu'on va voir derrière. Et qui va notamment avoir une efficacité via une compétition spatiale et nutritive, une antibiose et un mycoparasitisme. C'est ce que je vous disais avant, il va être capable de parasiter les autres champignons parce qu'il est capable de dégrader la chitine qui compose leur paroi. C'est pour ça que c'est intéressant d'apporter le chitosan lorsqu'on veut installer le Trilone. Alors, on l'utilise dans le programme pour lutter contre la fusariose froide, mais il est homologué contre fusariose, contre périculariose et contre helmintosporiose. Donc, on peut aussi l'utiliser autrement que pour la fusariose froide. On peut l'utiliser aussi en été pour lutter contre la fusariose estivale et faire d'une pierre deux coups. Lorsqu'on a et des soucis de fusariose estivale et des soucis de dollar spot, on impacte la fusariose estivale, mais indirectement, on touche aussi le dollar spot. Il est sous format de poudre mouillable dans des sachets de 2,5 kg et on va l'appliquer à 5 kg hectare. Alors ça, c'est un graphique qui montre l'avantage de la souche I1237 du Trilone. Pourquoi il est intéressant à utiliser? Parce qu'il grandit plus vite que les autres et puis en plus, il commence sa croissance dès 5 degrés en termes de température. En général, un trichoderma a besoin entre 15 et 25 degrés pour pouvoir se développer convenablement. Le trichoderma atroviridé, I1237, lui est capable de se développer dès 5 degrés et puis en plus, il va se développer plus rapidement que ses collègues. Donc ça, c'est le premier intérêt, il va coloniser plus rapidement le sol que les autres trichodermas que vous pouvez connaître sur le marché. Ces modes d'action, donc comme je vous le disais, on va avoir une compétition spatiale et une compétition nutritive, et ça, c'est intimement lié à sa capacité à se développer très rapidement au niveau du sol, avec des températures qui sont très faibles et très froides. C'est pour ça qu'on le positionne notamment sur la fusariose froide. Il a aussi ce paramètre antibiose et mycoparasitisme. Ça, c'est les exemples. Enfin, en fait, c'est des superbes photos parce que ça montre tout simplement les différents modes d'action du Trilone. Vous avez à gauche une boîte de pétri avec un Pythium violae seul. Vous avez au milieu un Trilone versus un Pythium violae. Donc on voit premièrement
que si on compare avec les images de gauche, eh ben, on a déjà une limitation du développement du pythium. Ça, c'est lié à l'antibiose, donc qui va tout simplement empêcher son développement. Ensuite, on va avoir un début de compétition spatiale et nutritive. Donc, on voit que le trichoderma, il étend son développement jusqu'à rencontrer le pythium, qui lui n'a pas pu se développer correctement à cause de l'antibiose. Et enfin, on a un début de mycoparasitisme. Comme vous le voyez, le trilone a réussi à s'étendre sur la partie du pythium et à le parasiter pour finir par le tuer. Le parasiter, je le répète, mais c'est toujours bien de répéter, en dégradant notamment la chitine de la paroi des champignons. Et à droite, vous avez une comparaison entre un autre trichoderma, qui est le trichoderma arzianum, contre le pythium, et on voit que l'effet n'est pas exactement le même, que le développement notamment du pythium a pu se faire un peu plus, le diamètre de développement du champignon est plus important qu'avec le trilone, donc on a déjà peu d'antibiose, voire pas. On voit sur la deuxième photo qu'il prend de plus en plus de place, le pythium. Il prend de plus en plus de place, ce qui peut poser un problème en termes de compétition spatiale et nutritive, jusqu'à ce que l'autre trichoderma finisse quand même par réussir à reprendre un peu le dessus. Mais il prend le dessus beaucoup plus lentement que si ça avait été l'Atroviridé I1237. Voilà, ça c'était le point sur le trilone. Donc, ce qui est intéressant avec le bloc biocontrôle, c'est que vous avez 3 modes de fonctionnement différents. Un KetoShield qui va jouer le rôle de vaccin, un envelope qui va jouer sur les conditions climatiques, enfin les conditions plutôt abiotiques qui est au niveau de votre gazon, réduire le temps d'humectation, réduire les températures, etc. Donc, entraîner des situations qui sont négatives pour le développement des maladies. Et vous avez un trilone qui, lui, s'attaque directement aux champignons. Donc, 3 modes d'action différents, ce qui est intéressant à mettre en place. Maintenant qu'on a Eric, tu as fini de encore parler... des questions. T'as encore des ouais, questions. ouais, je m'y penche. Je retourne juste. Alors, ok. Comme il est homologué PPP, est-ce qu'on a le droit de faire des préconisations d'utilisation dans un programme versus loi sur la séparation de la vente et du conseil? Euh, Peut-être pour ce genre de questions, je pourrais laisser à la fin, si Ludovic est là, y répondre, qui est notre responsable réglementaire. Je ne veux pas m'avancer là-dessus. Je laisserai Ludovic répondre à la fin si vous voulez. Ou je sais pas, Ludovic, peut-être que tu es là. Je sais pas si tu m'entends, si tu peux Ouais, répondre. ouais. Ça- Alors de un, on est sur un produit de biocontrôle. De deux, il y a eu la loi Dupont qui a allégé la séparation du conseil de la vente. Et donc on peut, dans le cadre d'un produit de biocontrôle, faire des préconisations en se limitant aux usages qui sont homologués, ce qui est le cas aujourd'hui du trilone. Merci Ludovic. Jusqu'à quelle température maximale le trilone peut être actif? La température maximale, je saurais trop vous dire. Tout ce que je sais, c'est que la température idéale est aux alentours de 25 degrés. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'à 30 degrés, il ne se développera pas. À 30 degrés, il continue de se développer quand même. C'est pas la température idéale, mais il s'y développe. Après, la température maximale avec laquelle il serait pas actif, je j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Évidemment, si votre sol est à 50 degrés, il va avoir du mal. Mais un sol à 50 degrés, bon, c'est assez rare. Et c'est aussi, et de toute façon, en termes de température maximale, là dans le programme, on l'utilise surtout en période hivernale pour la fusariose froide. Mais effectivement, si vous l'utilisez en période estivale et contre le dollar spot, contre les fusarioses estivales, pardon, et indirectement dollar spot, ça peut se faire évidemment. Mais j'aurais pas la réponse sur la température maximale, je suis désolé. On peut passer au bloc biostimulation et comme je vous le disais, on va s'intéresser aux nouveautés, donc au base foliaire Helix. Le Vitanica ici, tout ce que je peux dire, c'est que vous voyez, on l'utilise en juin, juillet, août, notamment pour son apport en termes de résistance, de fermeté, de gestion de stress hydrique. La silice va permettre de limiter l'évapotranspiration et donc le stress hydrique au niveau du gazon, sa demande en eau sera moins importante. Allez, on passe au base foliaire Helix. Alors, le base foliaire Helix, qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau biostimulant qui rentre dans notre catalogue et qui est fait à base de 2 souches de microalgues qui sont type spiruline, qui ressemblent aux spirulines. Vous voyez ce que c'est, les spirulines sont les microalgues en forme de spirale qu'on utilise notamment en termes de compléments alimentaires. Et ce qui est intéressant avec ces microalgues, l'OMS le dit, c'est qu'on serait capable de se nourrir que d'eau et de spiruline. Les spirulines, ce sont des êtres vivants qui n'ont qu'une seule cellule,
qui sont unicellulaires. Et du fait d'être unicellulaires, en fait, elles sont obligées d'avoir tout ce qu'il faut dans la cellule pour pouvoir vivre et survivre. Et donc, elles vont contenir des antioxydants, des polyphénols, des hormones, des acides aminés libres, polysaccharides, vitamines et d'autres métabolites qui, ensemble, vont former le complexe CESPX. Donc, en clair, le base foliaire helix, c'est un concentré de métabolites primaires, secondaires, naturels, qui vont être intéressants pour la survie de tout être vivant, mais que ce soit animal ou végétal. Ici, on va l'utiliser pour le gazon dans un contexte de talage et de densification. On va viser donc une meilleure densité, une meilleure vigueur, une meilleure régénération du gazon avec ce produit-là. Ça, c'est un essai qu'on a pu mettre en place à Clairefontaine. On a fait 3 applications successives de base foliaire helix et on voit qu'à la 3e application, on a une meilleure note en termes de couleur, de densité. Et c'est ce qui est recherché. L'image est assez parlante, hein, sur cet essai qu'on a fait donc au Centre national du football. Vous avez à gauche la partie témoin sans traitement du base foliaire helix et à droite la partie avec base foliaire helix. On voit que la fermeture du gazon a été beaucoup plus simple à droite qu'à gauche. L'objectif, comme je vous le disais, c'est une meilleure reprise du gazon et une meilleure densification du gazon. Ça, c'est des essais qu'on a pu faire sur golf avec, encore une fois, des trouées qu'on a pu observer après une attaque de maladie. Et 1 mois après, application donc, du base foliaire helix, qui s'applique à 4 litres hectares, on a une refermeture du gazon. C'est un autre essai avec un témoignage aussi qui a pu être fait au golf de Vieille-Toulouse sur le base foliaire helix où il en a été très satisfait. Il s'est même rendu compte que les greens traités avec le base foliaire helix, il y avait beaucoup moins de maladies que les greens sans base foliaire helix. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est du fait qu'on va retravailler sur la densification du gazon, sur la densité, on limite aussi le développement des adventices. Comme vous le savez, moins il y a d'espace, moins il y a de place pour les adventices pour se développer, parce qu'il y aura un peu comme le trilone tout à l'heure, une compétition spatiale, mais aussi une compétition nutritive qui va se mettre en place. Et une compétition au niveau de l'accès à la lumière. Voilà pour le base foliaire helix, donc, qui compose notre bloc biostimulation. Alors, comme je vous le disais, on a aussi des programmes terrain de sport que je peux vous montrer rapidement. Donc, on a un programme pour la pourriture estivale, pour les sclérotes. Donc, c'est comme je vous le disais, c'est le même principe. Là, on utilise juste un produit différent que le base foliaire ferrotope. Dans le programme Golf, le base foliaire ferrotope, il va être utilisé parce qu'on s'est rendu compte que les sulfates de fer avaient un effet indirect sur l'installation du dollar spot. Donc, il peut être intéressant et pour reverdir votre gazon et pour l'utiliser pour lutter contre le dollar spot de manière indirecte. Ici, on utilise un fluoranide Twin Resistance BS. En fait, ce qui est résistant notamment avec les produits BS, c'est qu'on utilise des bacillus dans ces produits-là qui vont coloniser autour des racines, autour du sol. Et puis, en fait, en colonisant les racines du gazon, ça limite déjà l'espace pour le développement des maladies. Et puis, ça permet aussi de faciliter l'échange entre le sol et la plante en termes de nutriments et d'eau. Bon, à part voilà, ce produit-là, c'est le même principe. C'est associer différents produits tout au long de l'année pour pouvoir lutter contre les maladies avec lesquelles on a un problème. Donc pareil, on utilise le Trilone, le KetoShield, l'Envelope qui est le talc, le base foliaire helix, le Vitanica ici. Donc ça, c'est le programme pour la pourriture estivale. On a aussi fait un programme pour la périculariose du gazon, toujours le même principe. Et enfin, un programme pour l'épithium, encore une fois, le même principe. Là, je m'y attarde pas parce qu'on n'a qu'une heure, mais évidemment, après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc voilà, c'est la présentation du programme Turf Bioprotect. Je vous ai aussi rapidement parlé du ferrotope sur pourquoi l'utiliser. Donc ce qui est à retenir sur ce programme-là, c'est plusieurs produits. La fameuse stratégie horizontale dont on parlait, c'est-à-dire associer plusieurs produits avec des effets totalement différents. En résumant de nouveau, le KetoShield, c'est notre effet vaccin. Ça a aussi un effet antimicrobien, mais on le met beaucoup en avant pour cet effet vaccin. L'envelope qui va jouer sur l'humidité, sur la chaleur, etc. Donc qui va réduire un peu plus le risque de développement de maladie en améliorant les conditions du gazon, les conditions abiotiques. Vous avez le Trilone qui s'attaque directement aux champignons phytopathogènes. Vous avez un bloc stimulation qui va jouer sur la vigueur et la reprise et sur les stress abiotiques avec le Vitanica ici et le base foliaire helix qui va refermer vos gazons, notamment après une saison bien remplie sur un terrain, après des greens endommagés, après une attaque maladie, très intéressant d'utiliser. Et vous avez un base foliaire ferrotope qui, de manière indirecte, joue sur l'installation du dollar spot.
Ça, c'est juste un tableau récapitulatif du programme avec les différents produits utilisés, le nombre d'applications par saison, les quantités apportées et les actions de chaque produit. C'est ce que je vous avais montré au départ, c'est l'empilement des différentes solutions qui font qu'on va atteindre une efficacité souhaitée, donc avec le Vitanica SI, Elix, Ferrotop, KetoShield, Envelope plus KetoShield et le Trilone. Et dernière chose dont je voulais vous parler et qui est aussi l'intérêt d'associer plusieurs produits, c'est qu'avant, lorsqu'on utilisait un seul fongicide ou deux substances actives, disons, il y avait beaucoup plus de risques de développement de résistance des maladies. Un peu comme dans le monde agricole, hein, si on utilise tout le temps les mêmes substances actives à des fréquences élevées chaque année, eh ben, on va sélectionner les maladies qui sont capables de résister à ces produits-là, jusqu'à arriver à la fin à des maladies qui sont totalement résistantes et sur lesquelles en fait les produits n'ont aucun effet. C'est un peu le même principe que les antibiotiques chez nous et les bactéries. Plus on va en utiliser, plus on va les exposer aux molécules qui sont censées les tuer, et plus on va sélectionner les espèces et les souches qui sont capables d'y résister. Et ben là, en fait, comme je vous l'ai expliqué juste avant, hein, le fait d'utiliser différents produits, premièrement, avec des modes d'action totalement différents, on limite aussi énormément le risque de développement maladie parce qu'on va jouer sur un produit qui va attaquer directement les champignons de Trilone et sur des conditions juste abiotiques, mais aussi sur un effet vaccin. Donc voilà, le principe aussi de ce programme-là, c'est de réduire aussi le risque de développement de résistance. J'ai fini. On est dans les temps. Je peux prendre encore quelques questions, évidemment, donc n'hésitez pas. Alors, Envelope est miscible avec tout type de produits biocontrôle. Oui, oui, vous pouvez mélanger Envelope avec les produits, hein. Je vous disais, c'est même parfois l'intérêt d'Envelope, c'est de protéger vos produits s'ils sont sensibles au soleil. Le seul produit où je mettrais un doute, c'est le Vitanica SI, notamment à cause de son pH, mais qui est difficilement mélangeable avec les autres produits. À quelle heure de la journée il faut faire ces traitements? Alors, ben, l'enveloppe, c'est ce que... Voilà, alors sur rosé ou non, c'est une bonne question. Justement, l'enveloppe, il ne vaut mieux pas l'appliquer quand il y a de la rosée. Comme je vous l'ai expliqué, en fait, il faut quand même le temps que le talc sèche pour qu'il ait derrière son côté hydrophobe. Si on l'applique sur rosé, l'enveloppe a pas forcément le temps de sécher, et donc derrière, l'effet hydrophobe qu'on recherche n'aura pas forcément, ne sera pas forcément présent. Donc, pour l'enveloppe, il vaut mieux attendre la non-présence de rosée. Après, pour les autres produits, le fait d'appliquer avec la rosée, c'est pas forcément un souci. Euh, voilà. Ah, évidemment, on parle de rosée, mais si derrière il pleut, il faut quand même faire attention, comme tout produit. Euh, donc voilà, par rapport à la rosée. Pouvez-vous parler des coûts engendrés par ce programme versus un traitement classique? Alors, au niveau des coûts, je ne peux pas vous les donner précisément, il faudra voir avec vos fournisseurs. Par contre, ce qui est sûr et certain, on avait fait un peu nos calculs de notre côté et on a fait en sorte que le coût du programme, si on l'applique au complet, donc si vous utilisez là tous les produits, vous êtes dans les clous vis-à-vis de ce qui était fait avant en termes de traitement fongicide, où on faisait en moyenne, on a estimé qu'on faisait en moyenne entre 3 et 4 traitements fongicides. Il y en a évidemment qui en font beaucoup plus, d'autres en moins, mais on est sur cet équivalent-là en termes de coût. L'idée, hein, c'était de proposer quelque chose de fiable techniquement, mais aussi économiquement parlant, évidemment. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à prendre la parole aussi, hein, vous n'êtes pas obligé de passer que par le chat. Il y a pas de souci, ça me fera plaisir d'entendre votre voix. Voilà. Ouais, bonjour Nicolas Pinel du Castre Olympique. Bonjour. Bonjour, c'est pour savoir l'enveloppe en fait, si on le dépose, on peut bien sûr sans rosée. Combien de temps il faut compter si jamais il y a de la pluie derrière? Quel effet, quel délai il y a? Alors l'enveloppe, il a 40 mm de résistance au lessivage. Donc si on dépasse les 40 mm en cumulé, il faudra réappliquer derrière. Ok, C'est pour ça qu'il est intéressant notamment de l'utiliser quand on sait qu'on va avoir beaucoup d'humidité. On l'applique juste avant, donc l'arrivée de la rosée, pour limiter le développement maladie. Et aussi, il y a ce côté rosé, hein, mais il y a ce côté température. On peut aussi l'utiliser en période estivale, lorsqu'on sait qu'on va avoir des périodes très chaudes qui vont stresser le gazon et le rendre plus vulnérable aux maladies. Ben, en l'appliquant aussi sur gazon pour réduire un peu pour réduire les températures. Voilà. ok, Merci pour votre question. merci. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions?
Encore une fois, n'hésitez pas. Après, évidemment, vous pourrez vous rapprocher de vos distributeurs qui pourront aussi vous donner les fiches techniques, les explications propres à chaque produit. Oui, Monsieur Oui, Roussel? oui, contenant la chitine, concernant la chitine, est-ce qu'il est absorbé le produit ou est-ce qu'il reste que sous forme de film et lessivé au bout de combien de millimètres? Alors, il est pas, en fait, il n'est pas vraiment absorbé. Le mécanisme fait qu'il suffit juste que le chitosane soit reconnu par les cellules du végétal. Donc, évidemment, si on applique le chitosane et que juste derrière on arrose et qu'on fait lessiver le produit, ben, il y a peu de chances que la plante reconnaisse le produit. Donc, il faut lui laisser quelques heures à la plante pour qu'elle reconnaisse le produit. Donc, quand on applique le chitosane, il vaut mieux attendre quelques heures histoire d'être sûr que la plante ait reconnu le produit. Mais après, une fois que la plante a reconnu le produit, le système de défense se met en place, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc c'est pas vraiment l'absorption du produit, c'est plus Oui, mais l'apport du produit. mais l'effet nourrissant par rapport au trilone ne se Oui, fait pas du coup, et si c'est lessivé. il se fait derrière en fait. Si on applique le chitosane, qu'on laisse le temps au chitosane d'être reconnu par la plante et que derrière on arrose, ben une partie du chitosane se retrouvera quand même dans le sol. D'accord. Mais effectivement, c'est une bonne question. Il faut faire attention lorsqu'on applique le chitosane à pas arroser juste derrière, parce que sinon l'effet recherché ne sera pas présent. Alors, durée de l'efficacité de l'enveloppe sans pluie. Bah, sans pluie, bon, c'est assez difficile à dire, hein, parce que ça dépend beaucoup des conditions et des régions. Sans pluie, en fait, tant que l'enveloppe n'est pas lessivée et qu'il reste présent sur le végétal, il aura effet. Je pourrais pas vous donner un nombre de jours exact parce que ça n'a pas forcément été mesuré. Euh, donc je ne peux pas forcément vous dire. Puis quand on parle de 40 millimètres pour l'enveloppe, c'est d'un seul coup ou alors cumulé sur plusieurs irrigations? Est-ce que C'est c'est un cumulé. gros orage ou est-ce que c'est une accumulation d'irrigation? C'est cumulé. Mais aussi une question enfin, c'est une accumulation, pardon, mais aussi effectivement, s'il y a un gros orage derrière, si on vient de l'appliquer, le produit sera lessivé. Mais comme à peu près tout produit qu'on applique, hein. Il y a une autre question, il y a un micro qui est ouvert. Non, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois que tu as une question écrite, Eric. Ouais, mais j'ai répondu déjà, non? C'est durée sans pluie. J'ai dit Ah, que je. excuse-moi. Ouais, durée sans pluie, hein, je le répète, mais j'ai pas de nombre de jours exact. C'est un peu compliqué d'y répondre. Ce qu'il faut aussi, hein, c'est si jamais on se pose la question, c'est aller voir sur votre gazon. Vous verrez hein, le léger film qui est formé à la surface. Alors aussi, c'est souvent une question qu'on nous pose. Est-ce que ça blanchit le gazon? À la quantité qu'on propose, donc à 25 kg hectare, il y a pas un effet waouh. C'est-à-dire que quand on va sur les greens, on ne voit pas du blanc. Lorsqu'on se rapproche des brins de gazon, on voit hein, le film quand même qui est formé par le talc, mais d'un point de vue esthétique, ça posera pas de souci. Ok, bah, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Je vais arrêter le partage, hein, comme ça je pourrai mieux vous voir aussi. Oui, donc j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. J'espère que c'était clair pour tout le monde, que c'était intéressant aussi surtout. C'est pas évident de rendre les choses intéressantes en visio. Donc j'espère que ça l'était. Évidemment, si vous avez, comme je vous disais, si vous avez d'autres questions, vous pouvez vous renseigner auprès des distributeurs qui vous fourniront tous les documents. On a aussi nos techniciens qui sont présents pendant la réunion, qui étaient présents pendant la réunion et qui se feront un plaisir de répondre à vos questions. Merci pour votre commentaire, Monsieur Roussel, c'est gentil. Donc voilà, c'est fini. Je vous remercie encore d'avoir été présent, d'avoir écouté la présentation et je vous souhaite à tous une très bonne journée et une bonne semaine. Merci, Pierrick. Merci beaucoup à vous. Merci. 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 bien. Au revoir. Merci. Au Merci. revoir. Merci. Hop. Comment tu arrêtes ça maintenant?